Salut, bande de jeunes brebis péquistes, je suis Faber et je essaie de me motiver depuis une demi-heure pour vous présenter mes analyses et prédictions de la digne carte de l'UFC qui va avoir lieu samedi soir. Encore une fois, tabarnouche, hein, c'est pas facile c'est ici, avoir des cartes qui existent. La semaine passée, c'était pas si pire sur papier, finalement il n'y a rien eu des décisions, c'était plate en mort, le main event était pire que pire. Donc on va espérer mieux cette semaine, mais bon, on a un main event entre Alistair Overeem et Augusto Sakai, fait qu'on va vraiment, tu sais, prendre ce qu'on a, là, c'est une carte, ça existe, il y a rien dans le fond, il y a rien cette carte-là. Il y a des noms que vous connaissez, mais c'est comme pas, ah, je le connais, lui, je t'ai intéressé, c'est juste, ah, je le connais, lui. Tu sais? Fait que c'est ça, je suis là pour mes analyses et prédictions complètes pour cette chose. Avant de commencer, je vous demande si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de MMA Talk. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça serait crispement nice. J'essaie d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. J'ai pas l'habitude de vous gosser avec ces affaires-là, mais là, je vais le faire dans les prochaines vidéos. Fait que c'est ça. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes sur Facebook, mais Chris, allez sur YouTube, puis abonnez-vous, puis revenez sur Facebook après. C'est pas compliqué, c'est très rapide. Vous avez tout un Gmail anyway. On y va pour cette carte. Pourquoi ça veut tomber, là? En tout cas, 10 combats. Main event, Alistair Overeem, Augusto Sakai. Est-ce que Augusto Sakai est assez Jairzinho Rozenstruik pour battre Overeem, considérant que si Rozenstruik avait pas landé genre un knockout punch à 1 ou 2 secondes de la fin, ben il aurait pas gagné ce combat-là? Je sais pas. C'est ma question, c'est pas mal ça. J'ai l'impression que non, Augusto Sakai, d'après moi, c'est un combattant qui va être capable de se battre pour 5 rounds chez les poids lourds parce que il n'y a pas un très high pace, puis il lance pas trop de volume. Il est plus actif qu'un Rozenstruik, je vous dirais, mais pas un gars qui va batshit crazy puis qui lance plein de volume. C'est généralement quelqu'un qui attend de trouver la bonne shot à placer puis à place. Puis pour lui, ça marche quand même relativement très bien dans les derniers combats. Le gars n'a pas perdu dans l'UFC. C'est un bon prospect on the rise, exactement. J'ai fait une vidéo là, de Gatekeeper. Si vous ne l'avez pas vu cette semaine, checkez ça sur la chaîne YouTube. J'ai fait ça. Puis Overeem, c'était le 4e meilleur Gatekeeper. Puis c'est exactement ça que c'est. C'est le rising heavyweight qu'on se dit, ah, peut-être que ce gars-là pourrait être un contender. Il n'y a juste pas encore un win qui nous prouve que c'est un contender. Oui, tu sais, il a battu Ivanov, Arlovski, des gars qu'il faut que tu battes pour comme rentrer dans le top 15. Mais la star qui est là, peut-il battre un vrai bon heavyweight UFC, puis il bat Alistair Overeem devant lui, puis ben sincèrement, c'est sûr qu'il va avoir probablement 25 minutes pour essayer de knocker Overeem, qui est quand même rendu pas mal très knockable. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'Alistair Overeem, en vieillissant, j'aime de mieux en mieux, ben pas j'aime de mieux en mieux, mais sa game est de plus en plus efficace. Va travailler à distance, puis s'il n'est pas pour être à distance, niaise plus vraiment dans le pocket, clinch beaucoup plus, va chercher beaucoup plus de takedown qu'avant. Contre Walt Harris, on l'a vu, s'est rendu compte assez vite pendant qu'il est en train de se faire knocker que Walt Harris n'avait aucune chance au sol contre lui, puis il l'a emmené au sol, puis c'est à partir de ce moment-là que le combat a complètement changé. Augusto Sakai semble pas être un mauvais défendeur de takedown, semble pas être il est pas un mauvais rien en fait, c'est juste que oui, il n'y a pas une game qui sort de l'ordinaire. Quand je pense à Augusto Sakai, je me rappelle pas d'une chose en particulier que ce gars-là fait bien, à part toujours être là, être relativement puissant, relativement tough et relativement en shape. Puis souvent, à heavyweight, c'est juste ça que tu as besoin, c'est de frapper assez fort et d'être capable de durer le plus longtemps possible. Puis il y a absolument ça, mais est-ce que ça t'amène à battre quelqu'un qui est, malgré le fait qu'il a 40 ans puis genre 294 millions de profile, relativement encore un heavyweight élite, qu'il y a justement les top au monde qui battent. Puis moi, personnellement, j'ai pas le feeling que Sakai est rendu là. J'ai pas le feeling que Sakai va nécessairement être rendu là. Il y a pas mal justement de Blagoy Ivanov puis de Marcin Tybura dans le nez, là, dans le sens que oui, tu vas être dans le top 10 un jour, top 8, top 6, mais je le vois jamais vraiment devenir un contender. Puis s'il devient un contender, c'est peut-être un peu par chance. Puis en tout cas, c'est ça. Bref, je pense qu'Overeem va gagner. Je pense qu'Overeem va gagner. Je pense que ça va être un genre de
slow fight, mais pas mauvais fight, comme il y a eu contre Rosenstrike, mais qu'il se fera comme pas knocker à 1 seconde de la fin cette fois-là. Donc, Alistair Overeem par décision de 5 rounds. Ici, c'est mon pick. Co-main event, si ça arrive, Ovince Saint-Preux contre Alonzo Menifield. Écoute-moi, mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est que quand tu as un combat que le gars teste positif pour le corona, et puis que 2 semaines plus tard tu le rebook, ben ça se peut qu'il teste encore positif pour le corona. C'est ça qu'on a vu dans le cas de Ankalev contre Kutelaba. Donc est-ce que ça va même arriver ce combat-là? On le sait pas. J'en ai parlé il y a 2 semaines, j'avais dit Menifield par KO round 1 par pur lol, genre pour que ça fuck tous les rankings, parce que clairement Menifield qui vient de perdre contre Devin Clark, ça chierait tout que de gagner contre OSP. Je serais pas contre cette idée-là, ça serait encore bien drôle, mais tu sais, j'y pense, puis Alonzo Menifield, après le premier round, là, c'est notoire qu'il n'y a plus rien, puis il y a vraiment beaucoup de difficultés là, à gérer ça. Fait que je vais y aller pour le LOL encore une fois, mais je vais y aller pour un LOL complètement différent. Je vais y aller pour qu'Alonzo Menifield passe à ça de tuer OSP au premier round, mais vu qu'OSP est OSP, puis il est quand même tough, et survive. Puis que quelque part au 3e round, quand les deux sont autant gazantes un que l'autre, le chum OSP trouve un takedown, puis lui passe son Saint Preux choke. Fait que j'ai OSP vers soumission au 3e round. Je switch up la prédiction complètement pour ce combat-là par rapport à 2 semaines, même si le fight n'est pas arrivé. Mais bref, en tout cas, c'est là qu'on est. Ensuite, c'est Jara Eubanks sur la main card de UFC. Contre Carol Rosa. Puis j'étais dans une petite fête de merde. Mais là, j'étais allé rechecker. Puis je me suis rappelé que c'est vrai que Carol Rosa avait quand même l'air assez bonne à ses 2 combats UFC. Pour vrai, tu sais, genre de super busy volume striker, le volume kickboxer, reste at range, lance des combinaisons, lance des kicks. Pas nécessairement tant puissante, mais arrête juste tellement pas de lancer que met ses adversaires inconfortables comme ça. Va absolument être meilleur debout que Sijara Eubanks. N'aura pas l'avantage au sol, mais Sijara Eubanks est elle-même pas la meilleure des lutteuses. Puis, tu sais, quand quelqu'un est dans ta face en train de lancer 284 punches par round, c'est dur de trouver le temps d'aller chercher un takedown. T'sais, vous demanderez à Robbie Lawler s'il a pensé à aller chercher un takedown sur Colby Covington. Je pense pas. Fait que. Puis Sijara Eubanks essaie vraiment d'être meilleur debout, mais ça marche pas vraiment. Puis elle a des gros crises de problèmes de cardio aussi. Là. Fait que je pense que tous les signes pointent à ce que Carol Rosa gagne ce combat-là. Je vais le mettre par décision parce que Eubanks est assez tough en général, mais bref, on sait jamais. Ensuite, nous avons le shit show de toutes les shit shows, mais ça va être drôle au moins. Michel Pereira, le seul unique, affronte Zelim Imadaev. Fait qu'on a le dos qui fait des backflips, puis qui flying knee to flying knee combination, puis qu'après la moitié d'un round, il n'y a absolument plus de gaz. Contre un russe complètement débile qui sait pas trop lutter, bizarrement, même s'il est russe, puis qui fait juste lancer des spinning shit after spinning shit after spinning shit. Michel Pereira, c'est donc pas au premier round, basically il perd. C'est pas mal ça la formule dans son cas. Puis même quand il gagne contre Diego Sanchez, il trouve le moyen de se faire disqualifier et de perdre le combat. Si tu t'offres le premier round contre Michel Pereira, il va te donner le combat d'une manière ou d'une autre. Puis Imadaev, même s'il est pas bon, généralement, ben, il est tough. Puis il est capable de durer, même si souvent ça résulte en une défaite par décision, du moins dans l'UFC. Je pense même qu'il a perdu par TKO contre Danny Roberts. Ce qui est bizarre parce que Roberts s'est fait melter en genre 1 minute par Michel Pereira, mais je peux pas pick Michel Pereira. J'ai aucune confiance en lui. J'ai absolument Zelim Imadaev par décision aussi. Ensuite, Brian Keller, Kevin Natividad. J'avais très hâte de voir Kevin Natividad dans l'UFC. C'est un bon prospect qui a fini la majorité de ses combats. 9 victoires, 1 défaite. C'est un bon fighter qui est quand même relativement complet, je vous dirais, pour le stade de développement acquis. Bon prospect, quelqu'un que j'ai hâte de voir en action. Je trouve que peut-être d'arriver sur short notice contre Brian Keller, c'est un peu rough. Fait que je vais avoir Brian Keller dans ce combat-là. Tu sais, Keller, on l'a vu contre Azur, on l'a vu contre la majorité des gens. Il est très bon. Puis oui, des fois, il fait des erreurs, puis il donne des opportunités à ses adversaires. Je sais pas si Kevin Natividad est genre Marlon Vera là, en termes de finisher. Je pense pas que c'est un opportuniste comme ça. Il y a beaucoup de victoires par KO, TKO. Mais tu sais, c'est plus quelque chose qui est
Il y en a quelques-unes au premier round, mais c'est pas le gars qui arrive avec le méga one punch power ni rien. C'est pas le grand opportuniste pour sauter sur une soumission non plus. Je sais même pas s'il a déjà gagné par soumission, je pense même pas. Donc je pense que Brian Keller va avoir pas mal de temps pour être là et trouver une opportunité parce que Brian Keller est un énorme opportuniste. Quelqu'un qui a des très bonnes mains debout, un bon boxeur, un bon power wrestler, il est capable de s'asseoir sur le top. Combattant complet, mais complet et puissant, qui est un danger de finish pendant 15 minutes, puis qui va avoir, tu sais, comme le full camp, je sais pas trop ce que ça veut dire ces temps-ci, mais qui arrive pas là, sur short notice de quelques jours. Donc, Brian Keller, TKO, deuxième round. Ça nous mène à un combat chez les 155 livres, Thiago Moises et Jalen Turner. Ben oui, toi, Jalen Turner, qui est super grand, super gros, qui est un long distance sniper. Pas quelqu'un qui travaille nécessairement en combinaison, mais il frappe très fort et il est capable justement de bien set-up le single strike qu'il va lancer, qui va être absolument pour t'arracher à la tête. Il va y avoir un huge difference de level au sol ici, là, par exemple, Thiago Moises, c'est genre un excellent grappler, mais c'est pas le gars qui a le plus de moyens d'amener ça au sol. On l'a vu contre Michael Johnson, il a fallu que Michael Johnson il donne la chance de genre pull guard puis essayer un esti des looks genre je pense même que c'est une clé ils ont collé ça par les looks, mais si je me rappelle bien c'est une clé de cheville. Le gars s'est littéralement fait passer une clé de cheville. Il n'y a rien de plus Michael Johnson que ça au monde. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, Thiago Moises, s'il est capable d'amener ça au sol, il va absolument gagner, mais j'ai pas vraiment confiance qu'il va être capable d'amener ça au sol, puis je pense pas qu'il va être vraiment capable de rentrer dans le range de Turner sans se faire allumer sévèrement, considérant que Moises se débrouille debout, mais pas nécessairement un spécialiste debout, ni quelqu'un que je favoriserais à gagner un combat debout contre quelqu'un que je juge qui est un bon striker, et un bon striker grand, gros, et qui bouge bien aussi, donc pas nécessairement facile à mettre la main dessus pour takedown. Fait que j'ai Jalen Turner KO, deuxième round ici. Ça nous mène aux prelims. Et là, on a un style match-up absolument incroyable qui va absolument pas résulter en un combat incroyable, loin de là. Mais on a André Muniz face à Bartosz Fabinski chez les 185 livres. C'est un deuxième combat consécutif chez les 185 livres pour Fabinski. Je sais pas si c'est vraiment là qu'il est rendu. Que c'est sa nouvelle division ou c'est juste à cause du COVID, parce que l'autre, on se rappellera, il s'est battu à Cage Warriors contre Darren Stewart dans un combat qui est un combat du UFC, mais sur l'événement de Cage Warriors. Ça, c'est quand que tout a commencé à être annulé. Et puis que Cage Warriors ont quand même décidé de présenter leur événement à Londres. Puis justement, ça, c'était deux combattants qui devaient se battre sur l'UFC Londres, qui est l'UFC de la fin de semaine où tout a été annulé. Donc, ils ont laissé ces deux gars-là se battre un contre l'autre. Puis c'était justement un 185 contre un 170. Et c'est le 170 qui a gagné, c'est Bartosz Fabinski qui a gagné. Fait que c'est peut-être ça qui a dit, Chris, si je suis capable de faire la même affaire à 185 que je suis capable de faire à 170, pourquoi que je couperais 15 livres de plus? Ou peut-être que c'est juste à cause de la pandémie qui ne coupe pas à 170. Anyway, il est tellement boring, Bartosz Fabinski, qu'on n'a jamais vraiment la chance de l'entendre en entrevue d'après-combat. Fait qu'on le saura probablement jamais c'est quoi sa bonne weight class. Mais pourquoi si je dis que c'est un star match-up incroyable, ça, c'est parce qu'on a Bartosz Fabinski, que la seule affaire qu'il fait, c'est de te coller dans la cage, essayer de lander takedown. Puis une fois qu'il t'a takedown, il s'assied dans ta garde super bas, puis il donne des coups au corps, puis il stall. C'est vraiment un lay and pray fighter à l'état pur, mais ça marche, il perd pas. Il perd pas, le gars. Fait que pourquoi il continuerait pas à faire ça? Puis André Muniz, pourquoi c'est un match-up fascinant? Parce que où il est le meilleur, c'est probablement dans sa garde à essayer de lancer des soumissions. Fait qu'il y a quand même une bonne chance que Muniz réussisse à passer une soumission au sol, mais je pense qu'il y a aussi une très bonne chance que Bartosz Fabinski fasse juste genre rester super tight puis gagner ce combat-là par complètement boringitude. C'est ça mon pick, c'est Fabinski par décision. Mais André Muniz, s'il y a bien un gars que c'est drôle de le voir se battre contre quelqu'un qui va vouloir passer 15 minutes dans sa garde, c'est ça, c'est Bartosz Fabinski. Donc j'ai Fabinski, mais ça pourrait être drôle si Muniz le soumet. Puis ça serait pas du jamais vu non plus. Je pense que Fabinski a perdu une fois par soumission auparavant. Donc bref, dis ça de même, mais Fabinski par décision. Ensuite, chez les 125 livres, on a Viviane Araujo qui affronte Montana de la Rosa, que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense que la raison pourquoi je l'aime, c'est la raison pourquoi elle sera jamais une excellente fighter. C'est un peu comme son mari Mark, ils sont bons, là. Ils ont une bonne technique de boxe, c'est des excellents grapplers, 2 black belts, va avoir l'avantage de grappling ici. L'affaire, c'est qu'ils sont vraiment lents et peu athlétiques.
pour le niveau UFC général. On a vu ça, Mark De La Rosa, c'est ultra flagrant parce que c'est un flyweight masculin. Donc, tabarnouche, tu sais, quand t'es un homme de flyweight, c'est la seule division où tu sois super athlétique puis super rapide pour gagner. Et il ne l'est juste pas. Donc, la majorité du temps, il réussit à faire de belles affaires, mais il est comme tellement outmatch physiquement par ses adversaires qu'il perd. Montana De La Rosa, c'est un peu moins pire à 125 livres chez les dames parce que c'est une division où si t'es super skilled sans être athlétique, tu peux être une Roxanne Modafferi puis quand même être dans le top 10. Ou une Montana De La Rosa qui, selon moi, est comme peut-être la 11-12e au monde, mais qui est une top 15 fighter assurément. Quand même un très dur match-up contre Araujo. Il va falloir qu'elle amène ça au sol, mais Araujo est très 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 rapide, très 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 athlétique, très 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 explosif. La seule affaire, c'est que son mouvement là, est là, puis elle bouge, puis ça mène à rien, ça. Ça mène à rien parce que souvent elle bouge, quand elle veut lancer, ben, elle arrête de bouger, elle plante ses pieds, puis elle lance quelque chose. T'sais? Mais je pense que peut-être dans ce combat-là, ça va l'aider un petit peu puisque justement Montana De La Rosa va vraiment vouloir la grapple, d'après moi, du moins après le premier round, quand on va se rendre compte que l'autre est vraiment plus rapide qu'elle debout. Donc, va avoir probablement le temps de lander 2 strikes à chaque fois que Montana essaie d'en lancer une. J'ai Viviane Araujo par décision ici. Je pense que c'est un pic assez clair. Tout simplement pour le niveau athlétique et la rapidité supérieure. Je pense que quand t'as 2 fighters qui ont probablement le même niveau de skills debout, quand il y en a une qui est vraiment plus vite et plus athlétique que l'autre, c'est probablement elle qui va gagner. Ensuite, Alexander Romanov, le défenseur du Canadien de Montréal, affronte Marcos Rogerio de Lima. Puis ben, c'est ça. Marcos Rogelio de Lima, c'est Alonzo Menifield, mais qui est pas un prospect, donc qui est comme pris avec ce game-là. Qui est à dire, je vais soigner une bank comme un malade pendant genre le 4 minutes, le 3 minutes et demie que j'ai du gaz, puis après ça, tu feras bien ce que tu veux avec moi. Alexander Romanov, il est gigantesque, man. Il est gigantesque, il est tic, là. Tu vois, c'est pas le plus grand des heavyweights, mais il est tic. Tu te demandes comment il fait pour faire 265 livres, puis ça a l'air d'être une boule d'athlétisme, ce gars-là, super explosif, bon lutteur, absolument dévastateur au sol. Il était selon moi pas mal le meilleur prospect heavyweight à ne pas être signé avec l'UFC au monde, là, tout simplement. Là, c'est sûr qu'il rentre dans l'UFC, fait qu'il va avoir à se mesurer à Cyril Gane là, en termes de prospect. Je pense pas qu'on parle de la même chose que Cyril Gane ici, pas du tout, mais on parle d'un très très bon prospect heavyweight selon moi qui fait son entrée dans l'UFC, quelqu'un qui va assurément se retrouver dans le top 10 de sa division un jour. Donc j'ai Romanov par TKO au 2e round. Ça se pourrait qu'il finisse à la fin du 1er round, mais 2e round que j'ai comme pick ici. Ça nous mène un combat très intéressant, probablement le plus intéressant de la carte là, selon moi, et c'est Cole Smith, notre Canadien, qui affronte Hunter Azure. Puis je trouve que c'est chiant parce que Cole Smith vient tout juste de perdre contre Miles Jones, qui est un gars qui est plus athlétique que lui, qui est un wrestle boxer. Et là, il donne le même match-up. Miles Jones et Hunter Azure, c'est 2 combattants qui se ressemblent beaucoup. Puis tu sais, Azure a perdu son dernier combat, c'était contre Keller, justement, on se rappellerait, il s'est fait surprendre avec un hook au 3e round, puis il a perdu par KO. Mais tabarnouche, c'était un combat qui était probablement en train de gagner là, jusqu'au moment où il a perdu. Puis c'est juste un très bon fighter, efficace. C'est sûr que Cole Smith, c'est un pot de colle, puis il est dur, vraiment dur à t'enlever. Là. Ce qu'il veut, Cole Smith, c'est kick out range. Puis dès que tu pètes cette distance-là, ben, il va te clincher. Il est immensément grand et fort physiquement pour la division des 135 livres. Donc, te clinch contre la gage, puis il est capable de prendre ton dos debout. J'aime bien la comparaison que le preview de Bloody Elbow faisait avec Aljamain Sterling. C'est un genre de vraiment version d'Aljamain Sterling quand il faisait juste kick out range ou essayer de te wrestle dans la cage puis te back take. Et puis, tu sais, même contre Miles Jones, Cole Smith a eu du succès à faire ça, mais quand Jones a trouvé le petit ajustement pour défendre la lutte de Cole Smith, il va avoir beaucoup plus de succès debout. Malheureusement, je dois probablement m'attendre à la même chose de Hunter Azure. C'est tellement un match-up similaire, mais ça va être l'opportunité à Cole Smith de montrer qu'il a appris de cette défaite-là, puis qu'il est maintenant capable de battre un combattant comme ça, qui est probablement, genre, comme j'ai dit, copie conforme en termes de match-up à son adversaire. Mais bon, tant que j'ai pas vu ça, malheureusement, je peux pas vraiment piquer en sa faveur. Fait que j'ai Hunter Azure par décision. Et ça va conclure mes analyses des prédictions de cette carte-là.
Je même pas shit ces fights tant que ça, hein. Mais c'est comme. La carte, il y a 2 semaines, je l'haïssais avec passion. Genre, celle-là, c'est comme. Je regardais ça, puis genre, ben ouais, tu sais, je sais c'est qui, est tous ces gens-là, mais. Dans ça actu là d'un combat de Sijara Eubanks ou d'un combat de Thiago Moises ou d'un combat de Bartosz Fabinski, puis tu le dernier gars que j'ai envie de voir se battre pour vrai dans la vie, tu penses? Fait que c'est ça. Si vous avez d'autres choses à faire samedi, n'hésitez pas. Ça s'écoute très bien le lendemain sur Fight Pass ou sur n'importe où. Vous pouvez trouver ça sur les internets. Fait que. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de n'importe quoi que vous pouvez avoir à dire sur cette carte-là. Ça devrait pas être grand-chose, mais tu sais. C'est ça. On se parle une prochaine fois. Bye.